Bienvenue dans le débat de France 24. Hier, la France a changé d'époque. Ce vieux pays aux institutions pour certaines 2 fois centenaire vient donc de se donner un énorme coup de jeune en portant à sa tête un dirigeant pas même quadragénaire, qui plus est inconnu du public il y a encore 3 ans. Phénomène inédit au sein d'une classe politique professionnelle où, pour paraphraser La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La capacité à endurer l'échec élevée au rang de valeur cardinale. Pas pour Emmanuel Macron, qui, en brûlant les étapes, laisse aujourd'hui électeurs et analystes dans un état de sidération. Il n'est qu'à voir les images de cette cérémonie du 8 mai où, aux côtés du président élu, François Hollande lui-même semblait déjà non plus seulement acteur, mais spectateur face à l'histoire en mouvement, entre fascination et bienveillance, joie émue devant ce jeune protégé devenu successeur. Il va falloir sans doute du temps avant de saisir tous les enseignements de cette élection. Pour nous aider à mieux comprendre avec nous, Jannick Halimi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Parisien Politique. Merci d'être avec nous. Aurore Berger, conseillère municipale de Manille-les-Hameaux dans les Yvelines. Vous êtes membre du comité politique En Marche et vous avez dans le passé participé notamment à la campagne numérique d'Alain Juppé. Également avec nous, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris du 18e arrondissement. Vous êtes également conseiller régional pour les Républicains. Claude Veil, chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin. Vous avez notamment dirigé à la rédaction du Nouvel Observateur aussi dans le passé. Merci d'être avec nous. Macron était pas né. Jannick Halimi, tremblement de terre, vent d'optimisme ou bien ripollinage qui s'est passé hier? Ripollinage, de quoi donc? Parce qu'on entend tout. Même vous êtes dur, là. Autant y aller franchement. Ah bon, non, ripollinage, d'abord, si c'était le cas, ça serait peut-être dit un peu trop tôt. Donc, laissons au moins le bénéfice du doute et puis faisons l'analyse que tout le monde a faite quand même, que c'est un pays, et ce n'est pas que la France, qui est en pleine mutation, mutation économique, mutation sociale, mutation idéologique, mutation politique. Donc, est-ce que Emmanuel Macron... le sens de ma question, c'était pas de dire qu'Emmanuel Macron n'incarnait pas le changement, c'est est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est est-ce que le système lui-même est à la veille d'un grand changement? Ah, c'est ça que vous vouliez dire, pardon, d'accord, je n'avais pas compris. Bah, oui, il en est le symbole ou le symptôme, j'espère qu'il en est le symbole parce qu'il en sortira quelque chose de positif et qui n'est pas seulement l'effervescence, le prurite d'une maladie fatale, j'espère que non, de toute façon, bien évidemment. Mais pour répondre à votre question, et pour qu'il soit autre chose qu'un symbole de cette France, encore une fois, écartelée en pleine mutation. On va pas refaire l'analyse qui a été faite depuis des mois, voire quelques années sur l'état de la France, voire l'état de l'Europe, voire l'état des démocraties occidentales. Donc il faut que Emmanuel Macron transforme l'essai, qu'il aille au bout de la logique pour laquelle il a été élu, même s'il y a une forte partie de son électorat qui a voté contre Marine Le Pen. Il y a quand même une adhésion, il a donné un sens à son action. Et la première étape de la transformation de cet essai, c'est bien évidemment les législatives, pour voir s'il aura la main et la marge de manœuvre et les leviers pour commencer seulement à mettre en place ce qu'il préconise depuis presque un an maintenant. Et on va en parler, mais Claude Veil, peut-être en s'arrêtant simplement sur ce que signifie cette élection et les images surtout qu'on a vues. C'est vrai qu'on s'attendait bien sûr à l'élection d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines. Maintenant, il était donné favori des sondages et on savait depuis le premier tour que cette élection était quasi inéluctable. Néanmoins, vous êtes vous aussi happé d'une certaine manière par ces images, surpris, un peu sidéré de voir quel président la France s'est donné? J'ai été impressionné hier par l'attitude d'Emmanuel Macron, qui a corrigé, je dirais presque surcorrigé les faits fâcheux produits par le spectacle du premier tour, où il avait donné une impression presque de frivolité. Hier, on a eu l'impression d'un homme tellement habité par la fonction et impressionné par la tâche qu'il attend, qu'il était dans une gravité qui tranchait. D'habitude, dans ces circonstances-là, on agite des petits drapeaux et on crie, on a gagné. Et là, rien de tel. On a vu d'abord qu'il a jumpé par-dessus En Marche, c'est-à-dire qu'il a déjà, d'une certaine façon, symboliquement déjà rompu avec son parti, puisqu'il s'est adressé en priorité non pas aux militants et aux colleurs d'affiches, mais aux Français directement, rideau bleu. C'est ce qu'on lui avait reproché sur du premier tour. Rideau bleu, et un discours sur la France en souffrance, qui était une chose qui lui a été beaucoup demandée, y compris par votre serviteur, mais plus important par Laurent Berger et des gens comme ça, qui lui ont dit « Attention, Emmanuel, la France qui va bien, vous l'avez ».
N'oubliez pas l'autre, celle qui a voté contre vous, celle qui a peur, celle qui s'angoisse, celle qui ne croit plus à rien parce qu'on lui a trop menti. Et donc je trouve qu'il y avait une grande force dans ce message qui s'adressait presque davantage à ceux qui n'avaient pas voté pour lui que ceux qui avaient voté pour lui. Et je trouve qu'il y avait là une prise de mesure de ce qu'on attend de lui, de ce que la France attend de lui. Il y a eu, Aurore Berger, après le premier tour, même si bien sûr Emmanuel Macron lui-même et ses proches s'en sont défendus, mais néanmoins le sentiment que quelques fausses notes qu'il fallait corriger, et puis surtout, bon, l'élection qui vous tombe dessus, j'imagine que ça change aussi un homme, même lorsqu'il s'y attend. Vous savez, moi, je l'avais vu le soir du premier tour avant qu'il prenne la parole, quand il est venu nous voir vers 19h. C'était un moment un peu particulier parce qu'à ce moment-là, on savait qu'il était qualifié au second tour, mais on ne savait pas face à qui. Et moi, j'ai vu un homme qui était déjà empreint d'une gravité et d'une solennité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Et j'ai retrouvé Comment vous expliquez qu'on ne l'ait pas perçu à ce moment-là? Parce que ça n'a pas été les commentaires, c'est vrai, de cette première Ça soirée. n'a pas été les commentaires de la soirée. Il y a eu une surinterprétation. Moi, j'ai été étonnée, honnêtement, qu'on passe 48 heures à commander un dîner plutôt qu'à commenter le fait que Marine Le Pen fasse 7 millions de voix au premier tour. C'est aussi ça qui a participé après à la banalisation de l'extrême droite qui était au second tour de cette élection présidentielle. La manière qu'on parle peu des 11 millions de voix qu'elle a récoltées. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai vu hier, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a saisi immédiatement la charge, la responsabilité qui lui incombe et qui est très conscient du poids qui pèse sur lui. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas voté pour lui attendent quelque chose de lui. Et quand on voit aujourd'hui toute la couverture de la presse française, mais aussi toute la presse internationale, où il y a finalement une fierté quand même retrouvée à être français, parce que même si on n'a pas voté pour lui, on est fier de voir que notre pays donne un vent d'optimisme, souffle un vent d'optimisme en Europe et à travers le monde. Donc je pense que l'ensemble des Français attend quelque chose de lui, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Pierre-Yves Bournazel, je ne trahis sans doute pas un secret en disant que vous avez sans doute voté pour lui. 2 fois, j'avais une procuration. Qu'attendez-vous maintenant de lui? Et est-ce que vous attendez, vous, en tant que responsable des Républicains, quelque chose d'Emmanuel Macron? D'abord, je suis très heureux de son élection, puisqu'il fallait battre Mme Le Pen et lui faire barrage. Et j'ai fait partie de ceux qui, dès le soir du premier tour, ont été très clairs. Pour faire barrage à Mme Le Pen et à l'extrémisme, il fallait voter Emmanuel Macron et l'assumer. Ça, je crois que c'est une ligne politique qui était claire, cohérente. Qui a été discutée au sein de votre parti et qui oui, n'a d'ailleurs pas emporté. Je regrette que la celles majorité. et ceux qui ont essayé de jouer à droite et à gauche d'ailleurs, entre les deux tours pour des intérêts personnels avec la République et l'avenir du pays, ils ne sont pas sortis vainqueurs hier soir. Maintenant, le président de la République est élu. Il faut lui souhaiter bonne chance parce qu'il faut qu'il réussisse son mandat. Parce que moi, je note qu'au premier tour, il y a eu 7 600 000 électeurs qui ont voté pour Mme Le Pen, 11 millions au second tour, mais il y a aussi 7 millions d'électeurs qui ont voté pour une gauche radicale. Ça fait 15 millions d'électeurs aujourd'hui qui doutent de l'avenir de notre pays, qui sont en souffrance, vous l'avez dit tout à l'heure. Le président de la République leur a parlé, c'est bien. Mais je dis que l'extrémisme n'est pas écarté pour l'avenir de notre pays. Si ce quinquennat ne marche pas, alors il y a une chance que dans une gauche radicale ou dans une droite dure, eh bien, il y a un jour un candidat ou une candidate qui émerge. Donc il faut réussir ce quinquennat. Et pour le réussir, je crois qu'il faut aussi changer nos logiciels. Et à droite et au centre, il faut être capable d'accompagner les réformes utiles pour le pays. Ça veut dire Alors, des majorités de projets, être prêt à participer éventuellement au gouvernement avec En Marche? La question, pour moi, c'est d'abord 3 sujets. D'abord, le sujet des réformes économiques et sociales. Est-on capable dans ce pays de sortir d'un chômage de masse? On connaît les recettes qui ont marché ailleurs. Le président de la République va certainement dire quelles réformes, et notamment par ordonnance, qu'il veut faire rapidement. Il était membre de la commission Attali, celle qu'avait commandé à l'époque Nicolas Sarkozy. Exactement. A priori, ce sont des Et réformes sur ce qui doivent vous sujet, convenir. par exemple, il faut très clairement baisser les charges des entreprises, notamment des PME et TPE. Il faut clairement sortir des rigidités du Code du travail. Il y a la réforme de l'école qui est essentielle. Moi, je suis un élu de proximité dans le 18e arrondissement. Ce qui ne marche pas dans notre société, c'est l'école. Elle est en panne, l'ascenseur social ne marche plus. Je veux que pour tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, leurs conditions sociales, leur quartier, ils aient les mêmes chances de réussir par rapport à leurs compétences et leurs talents. C'est doit être une priorité, c'est la mère de toutes les réformes, disait Alain Juppé, dont j'étais le porte-parole pendant la Ça veut primaire. dire mettre le paquet dans les zones d'éducation prioritaires. Avec lui à l'époque. Et troisième sujet qui est important, c'est la sécurité intérieure et extérieure face aux risques terroristes. Pour ça, il faut assumer une France forte dans une Europe qui est forte. Et si Emmanuel Macron, sur ces 3 points, est clairement engagé, eh bien, il sera en cohérence avec les idées qui sont les nôtres, d'une droite humaniste, libérale et européenne, et on ne va pas voter contre nos idées. Donc, chacun sera responsable dans les semaines qui viennent de ses actes, le président de la République, le futur gouvernement qu'il va choisir, et ensuite, il faudra que
à droite et à gauche, celles et ceux qui ont des idées pour défendre l'intérêt du pays, soient capables d'assumer leurs responsabilités, car il faut qu'on soit utile et constructif, parce qu'il faut que la France gagne, il faut que la France se bouge, et pour ça, il faut faire les réformes en profondeur. Oui, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être prêt éventuellement à aller participer à un gouvernement Je vous le dis, ça dépend des actes qui vont être posés. Si Emmanuel Macron, par exemple, sur ces 3 points, agit dans notre en convergence avec nos idées, on ne va pas à être contre nos idées. Vous ne placez pas comme François Baroin d'emblée dans l'opposition et demain la majorité si vous remportez les législatives. Vous croyez que les Français attendent une opposition frontale aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que les Français ont envie de laisser ce pays dériver ? Moi, je veux la réussite de 5 quinquennats. Simplement, j'attends des actes. Et si ces actes sont là, et s'ils sont en convergence avec les idées auxquelles nous croyons un certain nombre à droite... Vous êtes prêt à quitter le groupe LR ? Mais non, c'est pas quitter le groupe LR, c'est pas le sujet. Moi, je suis LR. J'ai toujours été de droite modérée, je l'ai dit, humaniste, républicaine, etc. Je reste ce que je suis. Je reste avec mes convictions et mes idées. Mais si mes convictions et mes idées se retrouvent en cohérence avec ce qui peut être fait, pourquoi aller contre ce qui va être fait ? Donc, là, c'est dans les jours et les semaines qui viennent, on va voir les actes qui sont posés, et c'est par rapport à ça qu'il faut se positionner, car la réforme, je finis juste là-dessus, la réforme des pratiques politiques passe par la fin des députés godillots. Celles et ceux qui votent tout parce qu'ils appartiennent à un clan ou à un parti, et celles et ceux qui votent contre parce qu'ils appartiennent à notre clan. Je crois que si on veut mettre fin à la progression du populisme de gauche et de droite, il faut aussi avoir des nouveaux comportements politiques, et celui d'avoir des députés un peu libres, indépendants, qui votent dans l'intérêt général, à l'intérêt de la France, ça ferait du bien aussi au pays. Alors on va écouter justement ce que dit François Baroin, qui va conduire les Républicains aux législatives. Un son de cloche assez différent du côté de Bruno Le Maire, et ensuite on va en parler avant de revenir évidemment sur quand même le fait majeur, l'élection d'Emmanuel Macron. Écoutez. Je suis prêt, c'est la mission qui m'est demandée, qui m'est donnée par la famille, à la lumière du choix des Français. Si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, évidemment. Alors, est-ce que ce sera une cohabitation, une coexistence ? En tout cas, c'est un schéma complètement nouveau. Et c'est ce combat-là que nous allons porter. C'est dans cet esprit seulement, que nous nous retrouverons avec M. Macron dans 4 semaines. Les deux choses qui motivent ma décision de tendre la main et de dire on peut travailler ensemble, c'est la proximité de notre projet et l'opposition avec le projet des extrêmes. Et c'est ma perception du moment historique où nous sommes. Nous sommes dans un de ces moments de l'histoire de France où toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté doivent se rassembler pour régler les problèmes du pays. Yannick Halimi, est-ce qu'on peut aller uni aux législatives lorsqu'on porte au sein de sa famille politique 2 discours aussi différents sur l'analyse qui est faite de la situation politique aujourd'hui ? Écoutez, je crois que le spectacle et les discours qu'on entend et dans cette salle, si je puis dire, et par écran interposé, montre que un des plus grands partis qui a scandé notre histoire et politique et qui a gouverné depuis 50 ou 60 ans... Et qui a participé à l'élection d'Emmanuel Macron ? Bien sûr, oui, mais comme vous le disiez vous-même, avec un front républicain qui n'est pas très net, même qui n'a pas du tout existé, puisqu'ils ont officiellement appelé à voter contre Marine Le Pen, que pour. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il se trouve entre 2 mondes. Le Parti socialiste a explosé, a implosé, il a été tiraillé depuis 3 ou 4 ans avec l'émergence des frondeurs et la poussée de la gauche radicale à travers Jean-Luc Mélenchon. Les républicains là se trouve en train d'accoucher de quoi on n'en sait rien. Donc on voit qu'il y a des points communs et des convergences très fortes entre bien sûr ce que représente le programme et la vision du monde d'Emmanuel Macron, du libéralisme économique et politique tempéré par un peu de régulation, et puis surtout l'Europe. On voit très bien que les Républicains, une partie du Parti socialiste, se retrouvent totalement sur ce champ politique face aux Insoumis d'un côté. Emmanuel Valls et de ses proches. Voilà, bien sûr, et au Front National de l'autre. Donc on sent qu'il y a des convergences. On sent que ça peut être un pôle solide, enfin cohérent, face aux 2 extrêmes. Sauf que, vous voyez, Pierre-Yves Bournazel voudrait bien y aller, mais il n'ose pas abandonner l'étiquette LR. Sauf que s'il va vraiment tendre la main ou saisir la main d'Emmanuel Macron, les Républicains, si j'ai bien compris, vont eux vous pousser hors, ils ne vont pas vous donner la possibilité de faire les législatives sous votre étiquette. Alors, on voit le maire qui va y aller, si j'ai bien compris, Franco de Port, voilà, et François Baroin qui reste sur le monde d'hier, si je puis dire, en espérant avoir une majorité aux législatives. Voilà. On va laisser Pierre Bournazel répondre dans un instant, mais Aurore Berger, on a entendu juste avant, c'était Richard Ferrand tout à l'heure, secrétaire général d'En Marche, annoncer d'abord que
votre mouvement qui devient parti, La République En Marche, va présenter des candidats dans les 577 circonscriptions et surtout proscrit la double appartenance. Est-ce à dire que des personnalités comme Bruno Le Maire, par exemple, qui seraient tentées de vous rejoindre, ce sera un aller simple et il faudra quitter les Républicains ? On a toujours dit de manière très claire qu'il n'y aurait pas de double étiquette. C'est-à-dire que celles et ceux qui souhaitent être candidats aux législatives, déjà le font sur la base du projet qui est le nôtre et qui ne sera pas amendé ou modifié. Et d'autre part, le font en s'inscrivant tout simplement en préfecture sous la bannière La République En Marche, qui est la bannière que l'on va présenter aux élections législatives. S'ils souhaitent garder leur carte d'un parti politique, ils le peuvent. De fait, ce que vous rappeliez, le Parti socialiste ou les Républicains, de toute façon, on les exclurait. Mais ils s'inscrivent de manière très claire au sein d'une nouvelle majorité, qui est une majorité présidentielle, et dans le cadre du contrat avec la nation que Emmanuel Macron a souhaité passer avec les Français. Vous ne craignez pas que ça complique la constitution de ce pôle central de la politique française, parce qu'un certain nombre d'élus qui pourraient être tentés de vous rejoindre aujourd'hui vont avoir énormément de difficultés à le faire? Mais moi, je ne pense pas, parce que quand on regarde aujourd'hui la situation et du Parti socialiste et des Républicains, en leur sein, ils ne sont d'accord sur rien. Ils ne sont pas d'accord sur la question européenne, ils ne sont pas d'accord sur la question du travail, ils ne sont pas d'accord sur la question fiscale, ils ne sont pas toujours d'accord sur la question de l'urgence écologique, et ainsi de suite. Et moi, le constat que j'ai fait, la raison pour laquelle je suis partie, c'est que pour moi, l'élection, le choix à la primaire de François Fillon était révélateur d'une dynamique au sein de la droite qui, pour moi, ne correspondait plus à mes valeurs. Je ne crois pas à la capacité, demain, d'un pôle progressiste, humaniste, européen, qui serait majoritaire au sein de la droite et au sein des Républicains. Je vois par contre se définir, en effet, demain, un parti qui sera présidé par Laurent Wauquiez, avec François Baroin, avec Bruno Retailleau, avec Éric Ciotti, et qui sont clairement en opposition avec ces valeurs-là, qui ont été extrêmement ambiguës dans l'entre-deux tours, voire qui, pour certains d'entre eux, ont prôné carrément le vote blanc, sans qu'on leur ait retiré quoi que ce soit, sans qu'on les ait exclus, rompant aussi avec ce qui avait fait la création de l'UMP, qui était justement, d'éviter le 21 avril à l'envers. De fait, l'UMP est mort, les Républicains, avec un 21 avril à l'envers qui s'est produit, sur une élection qui leur était soi-disant acquise. Pendant 2 ans, on a dit aux électeurs de droite et aux élus de droite, peu importe le projet, peu importe le candidat, peu importe la campagne, vous gagnerez. Vous gagnerez. Donc, à un moment, moi, je pense qu'il faut acter du décès de l'UMP, les Républicains, tel que ça avait été construit au départ. Et moi, je crois vraiment que ce pôle, comme Pierre-Yves Bourdonnel le disait, libéral, humaniste, européen, ne sera jamais majoritaire dans cette famille politique-là. Bon, on va faire réagir Pierre-Yves Bourdonnel et puis laisser surtout aussi Claude Veil nous donner son avis dans un instant. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce débat.